Merci beaucoup. Merci pour cette très sympathique invitation. Je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Une des leçons qu'on pourrait retirer de l'excellente présentation de M. Steiner, c'est que le Conseil fédéral a parfois besoin d'un léger coup de pouce pour progresser dans certains domaines. Et mon rôle aujourd'hui, ce sera de vous parler de ces coups de pouce. Le rôle de celui qui présente les aiguillons, ces coups de pouce, ces aiguillons, ces coups de pied dans la fourmilière, ces cassages de code qui font progresser les changements de paradigme auxquels on aspire et dont on a besoin. Je vous parlerai donc, vous le verrez, en trois temps. D'abord de l'activiste. On revient ici à cette idée de société civile qui fait partie de ceux qui parfois donnent un coup de pouce au Conseil fédéral. Je vous parlerai du juge et enfin des conséquences de tout cela sur l'entreprise publique. Alors d'abord, quelques postulats en guise d'introduction. Ça me permet aussi de vous dire d'où je viens et d'où je vous parle. Bon, je crois que c'est assez évident déjà maintenant que je ne suis pas lobbyiste pour Total ou British Petroleum. Je crois que vous l'avez compris, mais je me permets néanmoins d'introduire ceci avec quelques postulats que je ne démontrerai pas pour fonder le propos et la démonstration. On peut se mettre d'accord, me semble-t-il, sur un besoin de réforme et sur une certaine difficulté à les voir avancer, ces réformes. Donc un besoin qui fait face à une lenteur, ou en tous les cas à une timidité de certaines réformes en matière de transition écologique. Je pense aussi qu'on peut s'accorder sur une difficulté de sortir de cette fameuse tragédie des biens communs, du nom de cette théorie que vous connaissez certainement, qui a quelques relents malthusianistes, sur lesquels on peut évidemment gloser longtemps, mais qui a toujours cette vertu explicative, donc cette fameuse théorie de Garrett Harding des années 60, où il a montré que si on met des bergers sur un pâturage, chacun aura tendance à y faire paître ses propres bêtes dans l'idée de maximiser sa propre utilité. Et puis au final, la ressource pâturage en viendra à en faire les frais à long terme. Et aucun des bergers n'a le réflexe lui-même de se dire « je vais modérer l'utilisation du pâturage par mes bêtes dans l'intérêt commun de tout le monde ». Parce que lui cherche à maximiser son utilité. On a donc toutes les peines du monde, même si Elinor Ostrom, enfin des prix Nobel, des gens très bien, et les économistes dans la salle me contrediront certainement pas, beaucoup ont réfléchi à des pistes pour sortir de cette tragédie des biens communs. On y reste quand même drôlement englué dans cette tragédie des biens communs, avec une grosse difficulté à penser au-delà de la maximisation de l'utilité individuelle pour chaque personne ou chaque entité économique dans notre pays. Troisième postulat de base, on a un problème criant de temporalité, de gestion de la temporalité dans la lutte contre les crises ou dans l'accélération des réformes nécessaires. Hashtag Covid-19, pour dire ici que la meilleure illustration de la capacité de réaction lorsque le danger est imminent, eh bien la meilleure illustration a été donnée en phase de réaction au Covid, où on a vu des administrations publiques, le secteur privé se mobiliser à une vitesse extraordinaire. Des sommes pharaoniques ont été débloquées dans tous les États, dans tous les gouvernements locaux, par les entreprises. Enfin, on a vu une capacité de résilience et d'adaptation extraordinaire, mais parce que la temporalité était tout autre. C'était une temporalité de l'immédiateté, du danger imminent, et ça contraste assez fortement avec la temporalité du dérèglement climatique, qui nous force à penser le long terme. Tant qu'on n'a pas le nez dans les problèmes, on a de la difficulté à penser les réformes de façon plus efficace. Et puis on pourrait dire plus récemment, tragiquement, la capacité de réaction face à la crise et l'agression russe en Ukraine a aussi démontré une certaine forme de résilience, du moins du côté de l'Union européenne, évidemment avec quelques bémols et quelques fausses notes, mais ça n'en relève pas moins une capacité tout de même assez extraordinaire de réaction quand la temporalité est différente. Et puis, enfin, last but not least, et puis c'est évidemment le sujet du jour, on pourrait dire quand même que, c'est le but d'une journée comme celle-ci, de réfléchir à cela, on pourrait dire quand même que la gouvernance des entreprises publiques se trouve à la croisée des chemins. Dans un sens, tout est plus flottant,
c'est-à-dire qu'on est dans une phase de gros mouvement, de disruption, c'est le terme utilisé en introduction à cette journée, mais aussi dans une phase plus exigeante, c'est-à-dire qu'on en attend plus. Donc, c'est comme si les fondements étaient moins faciles à appréhender, mais en même temps, les objectifs étaient encore plus ambitieux. Donc, une période de défi, une période particulièrement stimulante intellectuellement, mais aussi particulièrement difficile au vu des défis à relever. Acte 1, l'activiste. Donc, c'est cette fameuse société civile dont le Conseil fédéral parfois imagine l'existence et parfois se dit que ça peut provoquer quelques remous utiles à quelques correctifs à l'échelon fédéral. Je ne résiste pas à la tentation un peu facile de vous projeter ce tweet que vous avez peut-être déjà vu. Les activistes du climat sont parfois dépeints comme des dangereux radicaux, mais les vrais dangereux radicaux, ce sont ceux qui continuent à produire des énergies fossiles. L'auteur de ce tweet n'est pas un sale gauchiste, mais rien de moins que le secrétaire général des Nations Unies. Disons, ça relève tout de même un peu le ton, ça donne tout de même le ton, ça relève un peu l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons. Pour parler des mouvements de la société civile, j'aime bien rappeler ces quelques faits qu'on connaît ou non, et qu'on a en tête ou non, et qui, je trouve, illustrent assez bien l'ampleur qu'a prise ce mouvement dans la société civile et d'où l'on vient. Peu s'en souviennent, le GIEC, le fameux dont on parle tous les jours aujourd'hui dans la presse, peu s'en souviennent, le GIEC a obtenu, pour la petite histoire avec Al Gore et son fameux film « Une vérité qui dérange », a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007. Je vous invite à faire l'expérience, poser la question autour de vous. Qui s'en souvient? Probablement assez peu de monde. On s'en fiche, ou on s'en fichait à l'époque, en gros. Il y a eu, bien sûr, toute une série de choses dans la communauté scientifique, mais en termes de perception dans la société civile, auprès du citoyen lambda, cet événement est passé, pour ainsi dire, sous les radars. On a, évidemment, au niveau politique, toute une série de revendications qui portent ces couleurs. On n'a pas besoin de remonter à Rio ou même encore à Stockholm avant. On a toute une série de revendications qui deviennent de plus en plus précises, de plus en plus concrètes sur le climat, mais la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, on n'a pas cette espèce de sensation d'urgence, alors que le GIEC, tout de même, avait d'ores et déjà donné toute une série d'indications assez claires. Pour faire le lien avec la question des investissements dans le fossile, les chambres se sont intéressées, peut-être on peut le dire, dès la fin des années 2000 à cette question. Et alors j'utilise ici le terme allemand pour dire à quel point ça a fait chou blanc. C'était vraiment chancenlos. En gros, c'était un prêche dans le désert. On ne comprenait pas les enjeux et les risques, et je parle bien là du niveau politique. Dans la communauté scientifique, la question a été appréhendée avec beaucoup plus de finesse, heureusement. Mais on ne comprenait pas les enjeux qui se cachaient derrière les portefeuilles détenus par les entreprises publiques ou bien évidemment aussi par les établissements bancaires. Au milieu des années 2010, il y a eu une étude également spectaculaire sur le fond, mais qui a passé sous les radars dans le débat public, une étude qui conclut en substance, on peut critiquer la méthodologie, certains pourraient le faire mieux que moi, mais une étude qui, de façon très officielle, dit tout de même que les établissements financiers en Suisse ont des comportements en termes de placement qui placent la Suisse, qui situent la Suisse sur une trajectoire de réchauffement de 4 à 6 degrés. Or, vous le savez, on va y revenir dans un instant, les objectifs de l'accord de Paris sont évidemment bien en deçà de cela. Donc, toute une série de sonnettes d'alarme, et puis les choses, disons, ne progressent pas, ou peu, et la perception dans le public reste assez confidentielle, va-t-on dire. Et puis alors, ce n'est pas évidemment le seul déclencheur de tout cela, mais alors, dans les années 2018 et 2019, émerge un mouvement mondial qui couvait probablement depuis toute une série d'années, depuis plusieurs années, avec notamment, et ça a été particulièrement médiatisé, cette affaire en Suisse romande de Crédit Suisse, des activistes de Lausanne Action Climat contre le Crédit Suisse. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je la raconte en 2 mots. Elle est au fond très simple. Une équipe d'une douzaine de jeunes très inspirés, avec un certain sens de l'humour et de la mise en scène, il faut le dire aussi, ont eu l'idée de jouer une partie de tennis dans le hall de Crédit Suisse
Pourquoi Crédit Suisse? Pourquoi Crédit Suisse et pourquoi le tennis? Eh bien parce que Roger Federer est l'une des égéries, l'un des sponsors, l'une des figures sponsorisées de Crédit Suisse. Et l'idée, c'était de l'interpeller avec ce hashtag Roger Wake Up Now. Roger, que fais-tu? Qu'en dis-tu? Et donc, partie de tennis dans le hall de Crédit Suisse. Je pense qu'eux-mêmes n'ont pas anticipé les réactions que ça allait provoquer. Cette affaire a fait le tour du globe, comme vous l'avez probablement vu, si vous avez suivi tout ceci. Ça n'a laissé personne indifférent. Et ce qui était fascinant, je l'ai vécu, vous l'avez compris, comme avocat dans l'équipe de défense qui s'est constituée pour ces jeunes, ce qui était fascinant, c'est que dans les milieux judiciaires et dans les milieux intéressés au sens large, il n'y avait pas une personne, les jours qui ont suivi le procès de première instance, pas une personne qui ne se sentait pas obligée de prendre position pour, contre, de trouver à quel point c'était un scandale ou c'était génial, c'était formidable. Manifestement, ils ont touché une corde sensible et ça a provoqué des discussions au sein des juristes, au sein des tribunaux. Et pour l'anecdote, je me souviens même, le lendemain, je suis allé en audience pénale dans un tribunal vaudois et j'avais l'impression d'être un extraterrestre, comme si la cour entière était en train de nous regarder, alors que j'étais pour une affaire tout à fait différente, mais était en train de nous regarder, mais qu'est-ce que vous avez osé faire aux institutions avec ce procès, pour dire tout le pouvoir subversif que cette affaire a eu. Pourquoi ça a pris autant d'ampleur? Eh bien parce qu'ils ont eu l'intuition de génie de tenter de faire réagir Roger Federer, ce qui a fonctionné. Ça, c'est le tweet que Roger Federer a fait le week-end qui a précédé la lecture du jugement, juste après le début du procès. Donc il y a eu les premières journées d'audience, c'était sauf erreur mardi et mercredi. Ensuite, jeudi, vendredi, le procès était terminé, les audiences n'ont pas eu lieu, et puis le verdict a été rendu le lundi, et Roger Federer a tweeté ceci, sauf erreur le jeudi ou le vendredi, entre le jugement et la lecture du verdict. Je vous laisserai prendre connaissance de ce communiqué, où il dit, en substance, je me sens tout à fait concerné par ces questions-là, j'ai une certaine forme d'admiration pour les activistes du climat, et je suis conscient de mes responsabilités en lien avec mes sponsors. Alors, une petite chronologie ici pour que vous voyez à quoi ça a ressemblé et où on en est, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'épilogue de cette histoire n'est toujours pas connu. L'action a eu lieu en novembre 2018. C'était donc avant Greta Thunberg, la grève pour le futur. Donc ils ont été aussi assez visionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à se dire on y va, on imagine quelque chose de particulier et on casse les codes. Pour la petite histoire, ce qui est évidemment assez formidable avec cette action particulière, c'est qu'elle est assez sympathique, elle est assez drôle, et sur place, sur le moment, ça s'est extraordinairement bien passé. Il y a, dans les PV d'audition, les procureurs ont fait leur job, ils ont été interrogés, les témoins. Puis dans les PV d'audition, les employés de la banque disent, en gros, c'était rigolo, on s'est bien marré, quoi. Alors évidemment, après, quand Crédit Suisse dépose plainte, en fait tout un cirque en disant c'est inimaginable, vous comprenez, violation de domicile, etc. Nous, on s'est bien marré, il faut quand même le dire, à leur renvoyer à la figure les déclarations de ses propres employés qui, sur place, avaient passé un assez bon moment divertissant en compagnie de ces activistes. Vous avez probablement vu ce qui s'est passé en première instance, donc cet acquittement spectaculaire qui a fait le tour du globe. J'arrive toujours pas à savoir ce qui s'est passé. C'est la magie des tribunaux, c'est pour ça qu'on fait des audiences et qu'on ne rend pas la justice derrière un ordinateur. Il s'est passé quelque chose. Je pense que le juge a changé d'avis en cours d'audience, en cours de procès. Les prévenus ont été remarquables, d'une justesse, d'une finesse, d'une adéquation, pas un mot plus haut que l'autre, mais en même temps engagé, d'une honnêteté à toute épreuve. Crédit Suisse s'est distingué par une arrogance à toute épreuve, parce qu'ils n'ont pas envoyé d'avocat, si ce n'est un avocat zurichois qui parlait mal le français, tout respect pour les Zurichois, mais il parlait mal le français, il est venu à la dernière minute, il n'a pas porté de robe d'avocat, alors que dans le canton de Vaud, on porte la robe d'avocat. Enfin, ils ont fait tout faux. Ils auraient mieux fait de réfléchir un peu différemment. Donc, la sympathie a été assez rapidement du côté des prévenus.
avec cet acquittement à la clé qui a donc fait grand bruit et qui a donné des boutons et de l'ulcère à, disons, beaucoup de professeurs, quelques politiciens, enfin beaucoup de politiciens aussi, et évidemment à beaucoup de citoyens qui nous ont interpellés après pour nous reprocher d'avoir enterré l'état de droit, rien que ça, et d'avoir signé la mort du système juridique suisse tel qu'on le connaît. Bref, j'accélère un peu, il y a un peu d'ironie dans ma voix, vous l'entendez. En appel, ça ne s'est pas passé de la même façon, la condamnation est revenue sur le devant de la table, et puis le tribunal fédéral l'a confirmé. Je peux volontiers vous expliquer au stade des questions, si ça vous intéresse, les raisonnements juridiques, mais en substance, et pour faire très rapide, en première instance, le juge a estimé que le danger était suffisant pour retenir une notion juridique dite d'état de nécessité, donc on agit à cause d'un danger imminent, ce que les juges de deuxième et de troisième instance ont refusé, avec, sur le plan juridique, une argumentation qui est soutenable, qui n'est pas farfelue, mais évidemment, en omettant à mon avis, bien sûr, de se poser la véritable question, qui est celle qui est maintenant ouverte, c'est celle des limites de la liberté d'expression dans notre pays. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller avec le droit fondamental à la liberté d'expression garanti par la CEDH. Et c'est avec cet argument que nous sommes maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme et que nous attendons de pied ferme et avec une certaine impatience la réaction de la Cour. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur ce plan-là, la Suisse fait preuve d'une petitesse de vue assez exceptionnelle. Devant la CEDH ont été acquittés pour violation de leur liberté d'expression des activistes qui avaient brûlé des portraits du roi espagnol, des activistes qui avaient démoli des statues dans diverses villes européennes, etc. Et alors, il y a 2 semaines ici, vous voyez un jugement très spectaculaire qui va évidemment beaucoup nous aider, un activiste écologiste en Roumanie qui est allé s'enchaîner sur le portail d'entrée d'une mine d'or et d'argent en Roumanie et qui a refusé d'obtempérer. Et la Cour a sanctionné la Roumanie qui lui avait infligé une amende. La Cour a estimé que cet acte de protestation, en empêchant le personnel d'aller travailler dans la mine, était encore protégé par la liberté d'expression. Donc, on reste avec ce point d'interrogation ici. Je l'ai indiqué là, j'ai passé un peu rapidement, mais ce qui est assez drôle dans cette affaire, c'est que le tribunal fédéral nous a quand même donné raison sur un petit point de procédure, ce qui nous a valu, en plus de la saisine de la CEDH, ça nous a valu de retourner en première instance, enfin plus précisément en deuxième instance. Et puis, la Cour a donc dû siéger à nouveau, et puis on avait de nouveau les arguments à faire valoir, et puis elle a de nouveau réduit la peine, ce qui fait qu'on a passé de 20 jours amende avec sursis à 10 jours amende avec sursis. Donc on est vraiment à chaque fois, on grignote, et puis au final, on se demande ce qui va en rester, si ce n'est évidemment le retentissement de cette affaire. Le sujet est déjà assez largement introduit, mais j'aimerais encore vous dire quelques mots sur le rôle du juge dans toute cette affaire et surtout dans d'autres, puisque, on l'oublie souvent, le juge, c'est pas à M. Steiner que je vais expliquer ça, le juge incarne un troisième pouvoir qui, dans les questions en lien avec l'environnement, a pris un rôle, a assumé un rôle de plus en plus spectaculaire, on peut le dire, au fil de ces dernières décennies. Et dans la question climatique, le rôle que le juge sera amené à jouer va certainement monter encore en puissance. Ici, vous avez des coupures de presse de 3 affaires très connues qui ont intéressé les médias bien au-delà de leurs pays respectifs. L'affaire Urgenda aux Pays-Bas, dont je vais dire un mot dans un instant. L'affaire du siècle en France est une affaire remontée devant le Bundesverfassungsgericht en Allemagne sur des questions climatiques. Toutes ces affaires ont en commun. Je note ici qu'il y en a aussi dans les pays du Sud, une affaire au Pakistan, un agriculteur qui avait saisi la justice pour des questions en lien avec la justice climatique. Toutes ces affaires ont en commun d'avoir vu des particuliers ou des associations, selon les modalités différentes des États, reprocher à leur propre pays de ne pas en faire assez pour lutter contre le réchauffement climatique. En clair, de violer leurs obligations climatiques. Une notion générique qui
n'est défini nulle part, mais qui est venu s'imposer maintenant dans les discussions à ce sujet. Alors en Suisse, au-delà de toutes les affaires qui concernent les activistes et qui ont beaucoup occupé les tribunaux, que je rappelle ici, dont certaines concernent assez directement des entreprises publiques ou parapubliques, je pense ici aux retraites populaires dans le canton de Vaud notamment, en Suisse, on a aussi une affaire de ce type, une affaire Urgenda, qui est l'affaire des aînés pour la protection du climat, et dont je fais aussi partie de l'équipe des avocats. Et je vais vous en dire un peu plus pour que vous compreniez aussi à quel point tout ceci est non seulement passionnant du point de vue intellectuel, mais peut révéler des surprises, et pourrait révéler des surprises assez spectaculaires en bout de course. Ce que j'aimerais faire juste pour qu'on se comprenne bien avant de dire deux mots de cette affaire, c'est tenter de définir de quoi on parle quand on parle de procès climatique ou de justice climatique. Traditionnellement, on pourrait ici distinguer ça, différencier ici selon 4 catégories, et enfin, un peu catégorie à part, la question des activistes et des procédures pénales. 4 catégories, ou 4 couches, si on reprend la métaphore archéologique de tout à l'heure. Une première couche, c'est la couche la plus connue historiquement, c'est ce qu'on pourrait appeler le contentieux environnemental classique, c'est-à-dire qu'un justiciable s'oppose à une construction, une usine, une route, que sais-je, à sa proximité, proche de lui, et utilise les instruments du droit des constructions, de l'aménagement du territoire, pour contester ce projet avec des arguments environnementaux. Protection contre le bruit, protection contre pollution de l'air, etc. Ensuite, une deuxième couche où ces conflits ont eu tendance à intégrer, ils sont restés localisés en lien avec une installation, en lien avec un aspect particulier d'un projet territorial, mais ils ont intégré la composante climatique. Et c'est assez spectaculaire, dans les années 90 et 2000, on a commencé à voir quelques premiers arrêts de justice où des projets ont été refusés, non pas sous l'angle des règles environnementales localisées, mais sous l'angle de la question climatique. Il y a eu des précédents célèbres, notamment l'extension de l'aéroport de Heathrow à Londres, ou des centrales à charbon qui ont été refusées en Nouvelle-Zélande et en Australie, sur la seule base de l'argument climatique. Donc en mettant de côté, ou en tous les cas avec une importance moindre accordée aux autres aspects du droit de l'environnement. Ensuite, troisième couche, ces fameuses actions contre les États, qui sont les plus spectaculaires et dont je vais encore dire un mot maintenant pour la Suisse. Et enfin, on voit maintenant une dernière couche émerger. Vous avez peut-être vu ça. C'est un arrêt de première instance qui demeure encore à confirmer en deuxième instance. Un arrêt aux Pays-Bas contre Shell. Donc une action directe contre une entreprise où les plaignants, les recourants disent « cette entreprise porte une responsabilité dans le réchauffement climatique » et on demande à un tribunal de venir apporter des correctifs à cela, selon des modalités qui souvent dépendent du droit national. Cette évolution-là, elle est assez rapide, et si on pense aux catégories 3 et 4, on parle maintenant, enfin surtout 3, on parle maintenant de centaines et de centaines d'affaires de par le monde. Les dernières études qui ont été faites font état de probablement 1000 à 1500 affaires contre des États qui sont ouvertes dans le monde. Pourquoi y en a-t-il autant? Parce que typiquement dans un pays comme les États-Unis, il semblerait qu'il y en ait déjà plus de 500. Dans chaque État, dans chaque portion de territoire, des cercles cherchent à agir devant les tribunaux contre l'État américain. Alors en Suisse, et je passe rapidement parce que le but n'est pas ici de revenir en détail sur l'accord de Paris, mais comment construit-on une argumentation pour montrer que les objectifs de l'accord de Paris ne sont pas respectés par l'État, en quelque sorte qu'il y a violation des obligations climatiques, comme je l'ai dit avant, par l'État suisse? Eh bien, le point de départ du raisonnement, c'est de constater ici, ça c'est le texte de l'accord de Paris, donc le maintien de la température à nettement en dessous de 2 degrés et idéalement à 1,5 degré, on constate que cet objectif de l'accord de Paris est transcrit et mis en œuvre dans la loi par la loi sur le CO2 à son article 3, avec un objectif de réduction des gaz à effet de serre, ça c'était pour la loi sur le CO2 dans sa première version, avant toutes les discussions sur sa révision, un objectif ici qui prévoyait 20% de baisse à horizon 2020 par rapport à 1990.
et puis une possibilité pour le Conseil fédéral d'augmenter cet objectif, le passer de 20 à 40%. Or, cet objectif-là ne correspond pas à ce que le GIEC a lui-même énoncé comme objectif pour que ça colle à l'accord de Paris. Et on pourrait se dire, les juristes ont comme premier réflexe de se dire, oui, mais ce que le GIEC raconte, en quelque sorte, c'est du soft law tout au plus. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil fédéral lui-même a reconnu ces objectifs et il a énoncé dans son message sur la loi sur le CO2 à l'époque que c'était l'objectif à atteindre. Et le Parlement, en quelque sorte, en toute connaissance de cause, n'a pas repris cet objectif dans la loi. Il a autorisé le Conseil fédéral à passer à 40%. Donc vous avez vu 20% possibilité de monter à 40%. Je vous le donne en 1000. Le Conseil fédéral n'a pas utilisé sa compétence. Donc il n'y a pas eu l'utilisation de cette compétence pour passer à 40% entre-temps. Cette démarche pose toute une série de questions très complexes. Vous savez peut-être qu'en Suisse, il n'y a pas de contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire la loi est contraire à la Constitution ou au droit supérieur. Donc, on doit passer par toute une série de constructions juridiques assez compliquées sur lesquelles je ne reviens pas ici. Ce que j'aimerais vous dire en 2 mots, c'est où on en est. La démarche a été lancée en 2016. Autour de femmes âgées, et pour des questions de recevabilité, je vous en dirai un mot dans un instant, irrecevabilité au niveau de la Confédération, irrecevabilité au niveau du TAF, irrecevabilité au niveau du TF, et maintenant la cause est pendante devant la CEDH. Le cœur de toute la discussion, c'est de savoir si des victimes du réchauffement climatique ou des personnes qui se prétendent victimes peuvent porter l'affaire devant un tribunal. La Suisse connaît une conception assez restrictive de la qualité pour recourir, où dans les lois suisses de procédure, on dit qu'on doit être soi-même individuellement particulièrement touché pour porter une affaire devant un tribunal. Alors ce que je dis souvent, c'est que ça revient à demander aux personnes d'être égoïstes, c'est-à-dire qu'elles doivent agir pour elles-mêmes. La seule exception à cela, c'est les droits de recours des associations, mais qui ne sont pas ouverts ici dans ce cas de figure. Alors pourquoi cette question est centrale dans notre affaire? Eh bien parce que, dès le début, s'est constituée une association de victimes du réchauffement climatique, des femmes âgées avec des problèmes de santé, qui sont rendues beaucoup plus criants par les pics de chaleur et les problématiques de dérèglement climatique. C'est documenté par la Confédération lorsqu'on a des problèmes cardiovasculaires, lorsqu'on a des problèmes cardiaques. On souffre davantage du réchauffement climatique et on a davantage de risques d'y perdre sa vie que des autres personnes au sein de la population. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes âgées. Alors, ce que les autorités nous ont dit jusqu'à maintenant, toujours en lien avec cette loi suisse assez fermée à cet égard, alors le très respectable tribunal administratif fédéral a débouté l'association des aînés et les victimes individuelles, avec cet argument que les juristes connaissent bien, mais qui prend tout de même une coloration un peu particulière dans cette affaire. Le tribunal fédéral dit vous êtes bien gentils, mesdames, mais en quelque sorte, vous, peut-être que vous êtes des victimes, peut-être que vous êtes touchées, mais il y a d'autres femmes âgées dans la population qui sont aussi touchées, qui sont dans la même situation que vous. Donc vous n'êtes pas dans une situation unique, donc il n'y a pas de qualité pour recourir. Alors j'aime bien le dire de façon un peu provocatrice, c'est une manière de dire, c'est vrai, vous êtes dans la merde, mais il y a d'autres personnes qui sont dans la merde, donc comme tout le monde est dans la merde, pas de qualité pour recourir. Alors je caricature un peu, c'est vrai que c'est l'état de la jurisprudence, mais le drame dans cette histoire, c'est que la question climatique pose les choses, pose le débat de façon toute différente. Et puis alors après, au tribunal fédéral, ce qui est assez amusant, c'est que souvent le tribunal fédéral veut faire mieux que le tribunal administratif fédéral. Et puis, comme on le dit en français, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Ils ont voulu faire mieux dans le sens où ils ont voulu renouveler l'argument, dire les choses un peu différemment. Et ils ont eu cette formule tout de même assez spectaculaire, il fallait oser. Je cite, ils disent « Les recourantes ne sont pas touchées avec l'intensité requise », ça revient à dire ce que le TAF a dit. « Selon l'accord de Paris sur le climat, le réchauffement climatique devrait être limité à un niveau bien inférieur à 2 degrés. Même sans que des mesures supplémentaires ne soient prises, cette valeur ne serait atteinte qu'à moyen ou long terme. » Alors je décrypte ce que ça veut dire ici. Ça veut dire en gros, c'est vrai, vous êtes dans la merde, mais attendez, parce que vous n'êtes pas encore assez dans la merde, il faut attendre un moment
pour que vous soyez enfin suffisamment dans la merde, touchés avec l'intensité requise pour revenir vers nous parler. Ça dénote tout de même d'une compréhension assez faible, et je le dis sous forme d'euphémisme, de la réalité du dérèglement climatique. On sait aujourd'hui que la thématique est aujourd'hui, actuellement, un problème. On est sur une trajectoire de réchauffement qui est déjà aujourd'hui supérieure à celle préconisée par l'accord de Paris. Alors avant de conclure, juste vous dire, là je fais un petit peu de teasing évidemment parce que tout ceci va devenir assez passionnant. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie et elle a tout de suite réagi de façon assez spectaculaire en disant qu'elle considérait cette affaire comme prioritaire. Donc on connaît les rythmes de la justice d'ordinaire, c'est quelque chose qui dure plusieurs années, une procédure dure plusieurs années. Elle a réagi de façon immédiate en disant que c'est une affaire prioritaire. Elle a imparti un délai à la Suisse pour se déterminer, un délai très bref. Et elle vient d'annoncer, ça a été rendu public il y a une dizaine de jours, elle vient d'annoncer qu'elle saisissait immédiatement la Grande Chambre, c'est-à-dire qu'il y a 2 instances au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. La première instance est, si on veut bien, contournée, escamotée. L'affaire sera directement traitée pour la Grande Chambre. Ça ne se fait que dans les affaires à grande portée, de grande importance. Et évidemment, tout ceci devient assez passionnant. On s'imagine une audience de la Grande Chambre cet automne, avec tout le retentissement qui va avec. Et je conclus donc, avant d'ouvrir la discussion, tout ce détour dans des eaux juridico-citoyennes, peut-être un peu éloignées du sujet du jour, mais tout ceci pour en venir à un constat assez implacable, me semble-t-il, c'est que l'entreprise publique, le bras armé de la collectivité publique, doit se mouvoir dans cet environnement, comme je le disais en introduction, à la fois extrêmement mobile, extrêmement instable, mais aussi très exigeant. C'est-à-dire qu'on en attend beaucoup. On va attendre énormément de la part des entreprises publiques en ce qui concerne le désinvestissement du carbone. On va attendre énormément des entreprises publiques en ce qui concerne les objectifs en matière climatique. Et donc, évidemment, ça renforce le défi de la capacité de résilience de ces entreprises. Au niveau des conditions cadres, vous l'avez compris, je ne veux pas insister là-dessus, le constat est tout de même assez sévère. Les réformes ne progressent pas suffisamment vite. On a au Parlement quelques bouts de réformes en discussion, mais l'échec de la loi sur le CO2 est tout de même un coup d'arrêt assez spectaculaire à tout ceci. Mais évidemment, sur le front local et notamment dans les entreprises publiques, il y a toute une série de raisons d'espérer, avec des véritables leviers pour faire progresser cette thématique du désinvestissement. Et puis j'aimerais terminer ici en prenant l'exemple de la Banque cantonale vaudoise, qui est évidemment un exemple que je connais assez bien et que j'ai aussi longuement étudié comme député, encore à l'échelon cantonal. Ce qui est intéressant ici, juste une remarque, c'est qu'un des grands débats en termes de réforme sur le front climatique pour les entreprises, et bien sûr aussi pour les entités parapubliques, c'est de savoir de quel scope on parle. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie, scope 1, 2 ou 3. Dans la terminologie carbone, le scope 1, c'est en gros toutes les émissions liées au processus interne d'une entreprise. Donc c'est le premier cercle. Et à l'inverse, le scope 3, c'est toute la chaîne de production et en gros tout le cycle de vie des produits d'une entreprise sont concernés par les efforts de réduction. Et dans l'affaire de Shell dont je vous parlais tout à l'heure, le tribunal néerlandais a ordonné à Shell d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, non seulement sur le scope 1, non plus uniquement sur le scope 2, mais au total sur le scope 3 également. Donc c'est comme si un tribunal disait l'activité de Shell, toute chaîne de production de valeur confondue, cette activité-là, en soi, doit faire l'objet d'objectifs de réduction de CO2. Donc c'est très ambitieux. Et puis alors, pour la BCV, vous avez ici la base légale qui énonce déjà des critères de durabilité. Mais évidemment, ces actions citoyennes et cette prise de conscience vient un peu bousculer l'agenda avec une initiative populaire vaudoise dite pour la protection du climat,
qui, ici, concerne spécifiquement les entreprises publiques dans lesquelles l'État ou les communes ont des participations, avec cet objectif qui est formulé ainsi. Donc cette initiative populaire est actuellement en cours de traitement par les autorités. Les signatures ont été récoltées et il y aura possiblement une votation populaire. Donc on dit ici le respect des engagements de la Suisse en matière de lutte contre le réchauffement climatique, avec une disposition transitoire qui dit ici les entreprises concernées, via les participations de l'État et des communes, doivent élaborer des plans d'action de réduction massive des flux financiers qui contreviennent aux objectifs climatiques internationaux, avec objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040. Alors, il y a eu des discussions extrêmement serrées avec la Banque cantonale pour délimiter ce qui était possiblement touché par cette initiative populaire en cas d'acceptation et ce qui ne l'était pas ou qui ne l'était qu'à la marge. Et le compromis ou la ligne qui a été suivie par l'État de Vaud dans ces discussions avec la banque, c'est la suivante, c'est de dire les domaines d'activité concernés seront les placements financiers pour le propre compte de la banque, le financement international et la gestion d'actifs pour la clientèle institutionnelle et privée, et puis les domaines non concernés, parce que cela découle du mandat de banque universelle de la loi cantonale, et pour des raisons, j'imagine que le professeur Dantine expliquera aussi tout à l'heure pour d'autres contextes, des domaines non concernés, donc le trafic de paiement, les prêts hypothécaires et les crédits aux PME et entreprises ne seraient pas concernés par les obligations qui sont posées dans l'initiative populaire qui deviendrait un article de la Constitution. Alors évidemment, on pourrait en parler des heures, je vais vous laisser là-dessus. Ça montre à quel point la tâche est ardue et ça montre à quel point passer de l'activisme à la mise en œuvre, c'est encore une étape particulièrement difficile. Mais on voit ici, je pense, une illustration assez immédiate de ce qu'ont provoqué toutes ces démarches judiciaires, citoyennes, dans un canton comme le canton de Vaud, avec l'exemple de la BCV. Voilà, toutes ces affaires à suivre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, réactions, remarques dans l'Assemblée ? Oui, je vous en prie. J'ai trouvé intéressant la posture où la cause climatique, elle évolue parce qu'il y a des jeunes activistes qui commettent des délits. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre les choses à l'envers, où finalement les autorités devraient prendre des mesures pour protéger la population? Et à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile pour un citoyen de porter plainte contre une entreprise, porter plainte contre une collectivité publique, à moins d'être un lanceur d'alerte. Et aujourd'hui, les cantons ont mis en place des dispositifs de lanceurs d'alerte, mais souvent sous forme anonymisée. Voilà, je voulais vous entendre par rapport à cette question. Sur comment ces mécanismes peuvent faire évoluer la gouvernance d'une collectivité publique. Alors, il y a deux éléments de réponse peut-être, parce qu'il me semble qu'il y a deux éléments de question. Je suis évidemment d'accord avec vous que les délits commis pour faire avancer la cause, c'est en quelque sorte un constat d'échec, on peut le dire comme ça. Alors moi j'ai envie de vous dire, évidemment, comme avocat encore impliqué dans cette affaire, est-ce qu'il y a vraiment des infractions qui ont été commises? Malschauen, comme on dit en allemand. On verra bien. Je ne serais pas surpris qu'il y ait toute une vague d'acquittements qui suivent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de la liberté d'expression. Mais vous avez raison, sur le déclencheur de tout ça, ça a été des actions destinées à secouer le système par la chaîne pénale. Donc on peut le regretter et considérer que c'est un constat d'échec. À noter évidemment que dans l'histoire, ce n'est pas la première fois que ce type de revendication a été porté par des actions à la marge du système pour justement casser les codes, faire réagir, etc. Je me permets d'insister sur ce que je disais tout à l'heure. La quantité et la virulence des réactions que ça a suscité vaut toutes les campagnes de communication polie de l'Office fédéral de l'environnement du monde. Vraiment.
Et ça, je tiens vraiment à rendre hommage à ces modes d'action-là, parce qu'en termes d'efficacité, il n'y a pas photo. Mais maintenant, votre deuxième question est tout aussi intéressante, si ce n'est plus. Et évidemment que j'y réponds par la positive. Oui, il faut des mécanismes qui permettent à un citoyen lanceur d'alerte de tirer la sonnette d'alarme en demandant la protection de l'État, sans passer par la case pénale. Mais en réalité, c'est un peu ce que cherchent à faire les aînés pour la protection du climat. Et pour ça, le droit suisse est très mauvais. Il est très mauvais parce qu'il y a justement cette conception de la qualité pour recourir qui est liée à un dégât pour soi-même, individuel et personnel. Et on a des problèmes semblables dans toute une série de dossiers de droit de l'environnement. La pollution de l'air, les fameux dépassements des pics, les fameux pics de dépassement des valeurs limites, oxyde d'azote, particules fines, etc. Les tribunaux ont de la peine à s'en saisir. Mais s'il suffisait à une petite poignée de personnes de saisir les autorités en disant « Juge, s'il vous plaît, protège-moi » ou « État, collectivité publique, protège-moi parce qu'ici, il y a un dépassement des valeurs limites », je pense qu'on aurait des avancées beaucoup plus spectaculaires. En d'autres termes, ma réponse à votre question, c'est de vous dire que beaucoup se joue au niveau de la définition de la qualité pour agir, pour recourir devant un tribunal, et que si la Suisse connaissait une conception un peu plus large, alors probablement que ce que vous appelez de vos voeux pourrait se produire plus régulièrement et de façon plus utile pour la cause. Merci. Et il y a de la place pour une dernière question. Allez-y. Merci Raphaël pour ta présentation. Les défis auxquels toi tu es confronté en tant qu'avocat et puis tes clients et clientes le sont en tant que poursuivis et poursuivis me font penser à un débat qu'on va avoir et que tu vas avoir en commission bientôt, c'est la question des class action. Donc l'idée que les gens puissent très largement, t'expliqueras ça mieux que moi, mais porter plainte pour un seul cas, comme ça peut avoir lieu aux États-Unis, sauf qu'on ne veut pas faire comme aux États-Unis ici, mais voilà, donner cette possibilité. Est-ce que tu penses que si on arrive à introduire ça dans le droit suisse, on pourra aller plus loin ou plus vite ou plus efficacement, ou en tout cas avec plus de légitimité légale, par exemple en portant plainte contre un État, un canton, une commune qui mettrait en danger à terme ou moyen ou long terme une catégorie de la population, comme par exemple les aînés pour le climat? Alors, la réponse est oui, mais avec un gros bémol, c'est que le droit de recours collectif, comme on prévoit de l'introduire si une majorité se crée là autour aux chambres, ce droit de recours ne porte que sur les causes civiles, c'est-à-dire un dommage civil qui est causé. L'exemple le plus connu, c'est le Dieselgate avec les problèmes de dépassement des normes anti-pollution. Mais c'est parce qu'il y a eu un dommage civil, c'est-à-dire que celui qui a acheté une voiture a subi un dommage du fait qu'il n'avait pas le produit qu'il s'attendait à avoir. En gros, on lui a vendu une poire et puis il a eu une pomme. Et donc, ce dommage civil pourra beaucoup mieux être couvert, mais malheureusement, dans la question environnementale, on reste très largement, pour ne pas dire exclusivement, dans une logique de droit public, c'est-à-dire les normes de protection qui imposent des obligations aux États d'agir parce que ce sont les États et parce qu'ils ont un devoir d'agir dans l'intérêt public. Donc, évidemment, il y a une grosse nuance. Mais à noter quand même, et c'est une précision de taille, dans l'affaire hollandaise, c'était un tribunal civil qui a condamné l'État. Donc, je ne connais pas assez bien le droit néerlandais, mais dans l'affaire hollandaise d'Urgenda, la procédure a été menée exclusivement en droit civil. Donc, il y a quand même des points de tangence entre les deux domaines. Une dernière, mais rapide, Peter. Très rapide, merci beaucoup pour cette excellente intervention. Justement, ces questions droit public versus droit privé, je pense que là, on n'a pas encore dit le dernier mot, dans la mesure où ces exigences quant à la qualité de recourir, elles n'existent pas seulement en Suisse, depuis très très longtemps, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Ils ont fait un tabac énorme. Les avocats ont dû écrire 100 ou 200 pages justement pour montrer qu'il y a légitimation des agriculteurs qui ont perdu, mais en chiffres, des récoltes dues au changement climatique pour démontrer qu'il y a légitimation. Et encore, la Cour l'a rejeté.
Donc, effectivement, on devrait se poser la question au niveau global si on ne devrait pas changer en direction de la responsabilité civile et des dégâts causés au niveau du civil. C'est historique qu'on passe par le droit public. On aurait pu imaginer aussi un passage dans les années 70 par le droit privé. Je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez en tant que praticien? Oui, il me semblait que ça n'appelait pas d'autres commentaires, si ce n'est l'acquiescement. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que toutes les voies qui pourraient être empruntées sont bonnes à prendre. Et dans l'affaire hollandaise, c'était intéressant de voir que les avocats ont opté pour la voie civile. Mais c'est vrai que dans la conception européenne du droit de la responsabilité civile, c'est tout de même compliqué, à l'heure actuelle, d'agir pour des carences en matière climatique. En Allemagne, en France, en Suisse, assez immédiatement, on s'est dirigé vers le droit public. Mais alors, en France et en Allemagne, avec des succès autrement plus spectaculaires devant les instances nationales que du côté suisse. Mais évidemment que toutes les portes doivent être ouvertes, hein, c'est certain. Peut-être que le droit civil va évoluer dans le sens d'une meilleure prise en compte de ce qu'on appelle le préjudice écologique. Il y a toute une réflexion là autour, on pourrait en parler longtemps, peut-être juste encore un mot, le préjudice écologique. Le problème, c'est que actuellement, la conception du droit civil rattache un dommage à quelque chose d'individualisable, de personnel. En gros, j'ai subi un dommage, donc je peux demander réclamation, je peux réclamer des dommages et intérêts avec une action civile. Or, le préjudice écologique, s'il se recoupe avec le dommage, en gros, si votre champ est pollué et qu'en même temps la nature est polluée, alors là, on peut y aller. Mais si la pollution ou l'atteinte écologique est découplée d'une atteinte à votre patrimoine, le droit de la responsabilité civile est assez impuissant.